La migration est-elle une chance contre l'échec scolaire en Afrique centrale? Chaque année, de nombreux étudiants et de nombreux élèves parcourent les différents pays à la recherche d'une offre éducative de qualité. Ce faisant, ils analysent en termes de perspectives, en termes d'opportunités, en termes de limites, chaque pays dans son fonctionnement, dans sa réalité et dans sa manière de faire pour pouvoir établir des constances lui permettant de décider sur le lieu de son éducation. Et quoi de mieux, mesdames, messieurs, qu'une expérience pratique pour pouvoir comprendre ce phénomène. Et à la faveur de cet échange, nous recevons le docteur Nain Touba Vincent, enseignant-chercheur de littérature et civilisation française à l'École normale supérieure d'Abéché au Tchad. Bonjour, docteur Nain Touba. Bonjour. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'assister ou bien de participer à cet échange, le premier du genre sur Africa TV. Merci. Alors, vous êtes au Cameroun, de passage au Cameroun. Je suis au Cameroun, c'est un peu aujourd'hui que je suis au Cameroun, mais c'est depuis 2012 que je suis à cheval entre les deux pays, le Tchad et le Cameroun. Donc je me sens vraiment chez moi. Puisque on dirait que je connais le Cameroun plus que le Tchad, mon pays. D'accord. Alors, dès que vous avez achevé vos études universitaires au Cameroun, sanctionné par un doctorat PhD en langue et civilisation française, a soutenu à l'université de Yaoundé 1. Effectivement. Alors, pouvez-vous nous présenter de manière schématique votre parcours? Merci. Pour moi, c'est une aubaine parce que j'ai étudié à travers 3 pays. Mon pays, le Tchad d'abord, de l'école primaire jusqu'à classe terminale avec obtention de bac. Et ensuite, de première année, je me trouvais en République centrafricaine. Première année jusqu'à 4e année. Et de 2012, je suis venu ici au Cameroun et j'ai pris inscription en master jusqu'à la soutenance en thèse doctorat. Donc, pour moi, c'est une chance parce que le fait de voyager à travers les pays, il y a ce qu'on appelle l'acquisition de culture, l'acquisition de civilisation, et on s'universalise davantage lorsque on voyage beaucoup, lorsque on étudie dans les différents pays. Et donc, je peux dire que c'est une chance pour moi. Alors, Tchad, République centrafricaine, Cameroun. Ça fait 3 pays sur 6 dans la zone CEMAC. Effectivement. Donc on peut dire que vous êtes un symbole de l'intégration sous-régionale. Bon, bien sûr, je peux le dire. D'accord. Alors, lorsque vous observez lorsque on se réfère à votre schéma, y a-t-il des constances, y a-t-il une certaine identité dans les différents systèmes éducatifs? Bien sûr. Bon, on peut dire qu'en Afrique, que ce soit le Cameroun, RCA, le Tchad, nous avons un programme d'enseignement qui ne s'éloigne pas du programme proposé par la France. Donc dans les universités, c'est les mêmes matières, c'est presque le même programme, même s'il y a quelques rares décalages. Et donc, je peux dire d'une manière ou d'une autre que ce soit l'université de Bangui, ou soit l'université du Cameroun, Yaoundé 1 précisément, là où je suis fabriqué. C'est la continuité, c'est si on a une maîtrise, bon à l'époque j'étais venu avec une maîtrise, et cela ne m'a pas empêché de prendre l'inscription directement en master. Donc c'est le même système d'enseignement. Rien ne change de grave. Alors, pouvez-vous nous présenter de manière sommaire le système ou bien le cadre éducatif tchadien? Bon, le cadre éducatif tchadien, je peux mentionner que le système éducatif fonctionne. Peut-être, bon, les dirigeants politiques ont fourni tant d'efforts, mais il y a beaucoup d'efforts aussi à faire. On ne peut pas dire qu'il y a le progrès, donc on peut s'arrêter là. Donc chaque jour, il faut un pas et un autre pas et on avance. Ce qui est un peu marrant dans le système d'aujourd'hui, c'est que généralement on fabrique les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi. À l'image des autres pays, bon, en dehors de notre zone CEMAC,
ça peut être Nigeria, la Côte d'Ivoire et bien d'autres, on fabrique les créateurs d'emplois. Mais dans la zone CEMAC, avec le système français, beaucoup plus on fabrique les demandeurs d'emploi. Et que ce soit au Tchad ou en RCA, bon, même que ce soit au Cameroun, c'est presque la même chose. On a assez de demandes à la fonction publique. 1 an, 2 ans, 20 ans, 30 ans, les personnes-là ne sont pas intégrées à la fonction publique. De même que ce soit RCA ou au Tchad. Donc, est-ce que n'est-il pas possible de tourner le regard vers les leaders politiques, d'essayer de voir ou bien repenser le système d'enseignement? Prenons par exemple, si on peut fabriquer plutôt les créateurs d'emplois que de chaque année de fabriquer assez de demandeurs d'emploi et on est incapable de les absorber. Si nous regardons dans les rues, il y a des chauffeurs, des clandomanes, mais c'est des détenteurs de diplômes. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Maintenant, ce moment-là, est-ce que n'est-il pas nécessaire d'essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas imiter les autres pays en dehors de zone CEMAC, surtout le Nigeria? La formation des leaders. On forme beaucoup plus les demandeurs, les créateurs d'emplois, capables de créer des entreprises, absorber les chômeurs, qu'à des années, dizaines d'années, on ne fait que fabriquer les demandeurs. Alors, voilà. Selon votre expérience et peut-être votre parcours à l'université, quel est le motif, c'est-à-dire quelle est la raison d'être de ce système qui a entraîné une création ou bien une fabrication des demandeurs d'emploi? Qu'est-ce qui a conduit à cela? Est-ce que c'était les besoins du temps ou de la colonisation qui voulait davantage d'avoir un certain nombre d'intellectuels? Ou alors y a-t-il d'autres raisons? Personnellement, moi aussi, je pense dans ce sens. Je dis, est-ce que c'est un plan sagement établi par, est-ce que peut-on dire, le blanc ou le colonisateur? J'ai dit, est-ce que c'est comme ça en France, c'est comme ça se passe? C'est aussi difficile de comprendre. Mais notre cas est particulier parce qu'en France, on favorise beaucoup plus la formation des leaders. Pourquoi aujourd'hui, il y a tant d'immigration? On se tourne vers l'Europe, il faut aller là-bas. Il faut quitter l'Afrique. Combien de cadavres nous retrouvons dans l'océan? Parce que là-bas, il y a le travail. Mais pourquoi pas ici? Et là, tout résume sur le système d'enseignement. C'est là où je ne fais qu'insister. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas possible de former plutôt les créateurs d'emplois? Alors, pourquoi en Europe, il y a du travail? On vient là-bas, d'une manière ou d'une autre, on va trouver le travail. Mais ici, on a la licence, maîtrise, ça peut être master, mais on a des difficultés à avoir le travail. Pourquoi? C'est une grande problématique qu'il faut essayer de repenser et trouver une solution. Pour les États, surtout d'Afrique centrale. Les autres, on peut dire Dieu merci, mais surtout Afrique centrale. C'est presque la même chose. Et tout, pourquoi l'école? C'est ça aussi le problème. Alors, c'est la question que je voudrais vous poser. À quoi sert l'école? Je finirai par... Peut-être pour savoir, peut-être fallait d'abord demander, c'est même quoi l'école finalement? Finalement, l'école, c'est un centre d'instruction. On vient pour acquérir l'acquisition de connaissances. Mais quelle est donc la finalité? C'est ça le problème qui se pose. Mais maintenant qu'on a la connaissance, il faut exploiter cette connaissance. Mais dans la mesure où on ne peut pas exploiter cette connaissance, c'est là où le problème se pose. Pourquoi l'école? C'est la question de tout le monde. Si aujourd'hui, bon, moi je trouve un travail, est-ce que c'est le cas de tout le monde? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il appartient maintenant aux élites, aux dirigeants politiques, d'essayer de revoir le système éducatif. Il faut changer la manière de faire. Je reviens toujours, surtout en Afrique centrale. Alors, est-ce que la responsabilité est-elle exclusive aux élites? Mais tout dépend de la volonté politique. Parce que l'on remarque quand même à côté qu'il y a un foisonnement, un développement des écoles privées. Vous ne prendre par exemple le cas du Cameroun, avec de nombreuses offres bien distinctes de celles qu'offre l'éducation publique.
est-ce qu'il n'y a pas un intérêt ou alors un rôle majeur que pourraient jouer les parents ou les personnes privées ou bien les acteurs même de l'éducation, les acteurs privés ou alors les acteurs subalternes de l'éducation dans l'amélioration de l'offre de formation? Là, vous dites ça parce que ici, vous n'avez pas toutes les réalités d'Afrique centrale. Au Tchad, tout comme en RCA, j'ai passé 5 ans en RCA. Bon, au Tchad, beaucoup de temps. Mais le Cameroun, bon, disons, le Cameroun est 1000 fois mieux dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire qu'on rend les choses favorables par rapport aux autres pays d'Afrique centrale, où on n'a que la fonction publique. Il n'y a nulle part à aller après l'obtention de votre diplôme. Il n'y a que fonction publique. Mais il va falloir essayer de voir autrement comment peut-on faire pour absorber la masse de la jeunesse. Prenons par exemple au Tchad, en ce moment, il y a des manifestations. Il y a une organisation de chercheurs d'emploi. Il y a ceux qui ont déposé leur demande d'intégration à la fonction publique. Il y a de cela 15 ans. Il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 5 ans qui ne sont pas intégrés. Et le véritable ennemi de l'homme, c'est le temps. Le temps est derrière nous. Quand tu déposes ta demande d'intégration à la fonction publique, il y a de cela 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qui te reste encore? Finalité, on se retrouve facilement au soir de sa vie. Mais pourquoi aller à l'école? C'est ça la problématique. Mais alors l'individu lui-même qui se retrouve à 30 ans, 35 ans, 40 ans, à attendre la fonction publique, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de sursaut d'orgueil personnel qui pourrait l'inciter à se dire non, je peux m'orienter vers autre chose? S'orienter vers autre chose. Mais il va falloir que l'école enregistre le mécanisme cérébral de celui-là. Que même après votre diplôme, vous pouvez faire quelque chose en dehors de l'intégration publique. Parce que l'être humain est créé avec un système vide, n'est-ce pas? C'est exactement le cas de bébé, rien n'est enregistré dans sa tête. Mais il faut qu'il soit informé que vous pouvez mieux faire, même sans intégration publique. Il faut qu'il soit informé. Mais quand il n'a pas l'information, certains vont s'abandonner dans des activités, ça peut être organisation criminelle, alcool, de n'importe quoi. Et là, ça constitue une menace contre la société. Donc, on ne peut pas aussi accuser l'individu détenteur de ce diplôme qui ne fait rien, qui croise les bras pour attendre uniquement l'intégration à la fonction publique. On ne peut pas l'accuser, puisqu'il n'a pas l'information. Mais il faut que l'État ou il faut que les élites eux-mêmes essayent de mettre sur pied peut-être un système de sensibilisation que vous pouvez mieux faire. Il faut favoriser ces secteurs. Il faut mettre l'électricité dans les rues. Il faut favoriser les activités. Parfois, vous prenez des motos pour vous débrouiller en clando, vous êtes pourchassé aussi parce que tout un problème. Donc, tout repose sur les épaules, je dirais, des élites politiques, des décideurs. Quand on dit élite politique, c'est-à-dire des personnes censées détenir la connaissance absolue, élite, c'est un corps intelligent qui doit penser à la place de la population. Il appartient à eux d'orienter. Mais dans la mesure où on n'oriente pas, l'enfant prend son diplôme tout court. Qu'en sait-il? Ce n'est pas ce qu'il a appris à l'école. À l'école, on ne donne pas tout quand même. Mais il y a des formations parallèles. Il faut favoriser ces formations-là. D'accord. Alors, finalement, tout revient à la charge de l'État. Bien évidemment. Tout revient à la charge de l'État. Alors, des pistes de solutions, des orientations vers lesquelles vous diriez, quelles sont les pistes de solutions concrètes? Piste de solution, ce qu'il faut dire. Il faut dire la vérité, quel que soit le prix à payer. Il faut revoir le système de l'éducation. Dans quel contexte, dans quel sens? Dans le sens de fabrication. Et comment, concrètement, comment le faire? Concrètement, ce qu'il faut faire, il faut former les créateurs d'emplois. Ça suffit. Que chaque jour, on est là, on forme. Chez nous, par exemple, il y a des écoles professionnelles telles que l'École normale supérieure. Chaque année, nous formons des étudiants, des élèves, des professeurs certifiés. Déjà, c'est comme des mercenaires surentraînés dans le domaine de transmission de la connaissance. Mais il faut les absorber.
Mais il y a de cela 5 ans. On ne les intègre pas. 10 ans. On ne les intègre pas. Mais pourquoi? C'est ça le problème qui se pose. Orientation, si l'État en tant que père, quand on dit l'État, les élites, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si on est incapable de les observer, il faut que ça soit un débat, il faut mettre comme un thème de débat pour que les gens puissent en discuter. Et en discutant, on peut trouver quand même une piste. Mais on ne dit rien et puis on continue, on continue, on continue, on continue. Mais jusqu'à où? Alors, si je résume vos propos, le système éducatif devrait être orienté vers l'acquisition des compétences. Effectivement. Et non de compétences, et non de connaissances. D'abord les compétences, les connaissances après. Il devrait également être orienté vers la capacité à créer, à initier des projets. Alors, dans les curricula de formation que vous dispensez, par exemple, au niveau de l'école normale supérieure d'Abidjan, que pourrait-on modifier? Alors, quand vous regardez. Ce qu'on peut modifier, peut-être il faut insérer certaines matières dans le programme. Et en retirer d'autres. Effectivement. Pour éviter la surcharge d'enseignement. Bon, si on insère une matière capable d'aider les enfants à devenir les créateurs d'emplois, au lieu de finir et puis aller croiser les bras, attendre l'intégration à la fonction publique. Voilà à peu près ce qu'on peut proposer comme une piste. Il faut essayer de voir. C'est là où au début j'avais dit il faut repenser le système pour qu'on puisse voir les choses autrement, pour que les jeunes formés soient absorbés. Et c'est dans l'intérêt de tous. Essayons de voir, par exemple, au Cameroun, ça va, mais essayons de voir, ici à Yaoundé, bon, j'étais, ou en ce moment je suis avec des Centrafricains, les Tchadiens, de toute nationalité. Pourquoi on vient ici? Seule raison, c'est nous sommes à la recherche de connaissances pour aller servir le pays. Mais une fois l'acquisition de connaissances, il faut que cette connaissance soit opérationnelle. Il faut, mais si 1 an, 2 ans, 10 ans, il y a ce qu'on appelle chute. La connaissance n'est pas stable. C'est exactement comme un arbre planté, il faut arroser à tout moment. Mais lorsqu'il y a rupture d'arrosage, ça pose un problème. Voilà à peu près ce qu'on peut dire de système éducatif. Il faut essayer d'inculquer à la jeunesse que vous pouvez créer. Il suffit de dire qu'après votre formation en entendant l'intégration, vous pouvez créer une entreprise de fabrication de briques. Et comment chercher les preneurs, le marché. Et il faut que la jeunesse soit informée, renseignée de ces choses. Tant que le renseignement n'est pas passé, l'information n'est pas passée, ils ne vont rien faire. Puisque l'information d'abord. Mais puisque l'enfant n'a pas une information, qu'est-ce qu'il peut faire? Il prend son diplôme, il vient, il reste et il attend. Et là, ça, on ne peut pas parler seulement une charge, mais des charges. Alors, c'est ce que vous recherchez, particulièrement lorsque vous quittez le pays, après, pour aller d'abord en Centrafrique, puis au Cameroun. Que recherchez-vous concrètement? Quels sont les éléments que vous cherchez qu'il n'y avait pas au Tchad? Est-ce qu'il y a des éléments qui n'existent pas au Tchad? Mais la vérité est que le Tchad, depuis son accession à l'indépendance, il y a un problème de la stabilité. Et l'éducation a besoin de la stabilité. Depuis l'accession à l'indépendance, nous traversons une zone de turbulence. Les guerres, les guerres, les guerres. Parfois l'année élastique, l'année universitaire est élastique, au lieu de 9 mois comme les autres, 10 mois, parfois 11 mois, avec des grèves et par-ci, par-là. Donc, dès l'obtention de bac, je préfère, sur la base du néant, quitter le pays quand même, aller. Bon, c'était bien passé quand même. Je suis rentré avec un diplôme. Donc, en un seul mot, c'est d'abord la recherche de la stabilité, recherche, effectivement. de sécurité. Effectivement. Non, pas sécurité, mais gagner sur le temps. Oui. Parce que je me suis bien renseigné que le véritable ennemi de l'homme, c'est le temps.
Et le temps est bien précieux pour être gaspillé. Donc, il faut aller là où on peut faire 9 mois, où on peut finir vite et rentrer. Donc, j'ai cherché tout court à gagner sur le temps. Pas parce qu'il n'y a pas enseignement là-bas, mais gagner sur le temps. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le choix. Si l'enfant a eu son bac, il peut choisir un pays, même que ce soit en Europe. En France, n'importe où, il y a des enfants qui quittent pour aller étudier ailleurs. Cela ne veut dire pas qu'il n'y a pas l'école chez eux, mais c'est une question de choix. Alors, lorsque vous rentrez au pays, lorsque vous rentrez à la base, lorsque vous revenez à la base, quel est votre paradigme de travail? Est-ce que vous voulez spontanément être intégré, ou alors vous venez avec des idées d'initiative ou alors d'auto-emploi? C'est synonyme? Sinon, généralement, je ne sais pas, est-ce que mon cas est particulier, mais je suis né dans les maisons de culture. Donc, je n'ai pas tellement de problèmes quant à l'intégration dans une société. Parce que quand j'étais à Bangui, en fraction de seconde, je me trouvais au niveau de CCF. Formation des metteurs en scène, activités culturelles, printemps de poètes. Et arrivé à Yaoundé, c'est la même chose. Je suis constamment... Donc, bon, je ne peux pas dire que je suis en sorte créateur de mon propre destin, mais j'essaie dans la mesure du possible à avancer, même sur la base du néant. Je sais que je peux faire quelque chose quand même, mais cela n'a pas été donné à tout le monde. Donc, à peu près ce que je suis dans le domaine des activités générales. Mais quand je suis rentré au Tchad, ce n'est pas avec une vision de transformer ou d'inculquer, mais quand on dit le système de gouvernance, quand on dit un système, c'est en sorte un mécanisme. C'est lui qui est dehors, là, il est dehors. Quand on est dedans, on est dedans. Quand on est dedans, on parle le même langage. Quand on est dehors, on parle le langage de dehors. Donc, j'étais arrivé dans le seul but de contribuer au développement de mon pays avec l'acquisition de connaissances. Sans appréhension particulière sur le système ou non? Non. Ou alors on va dire quoi? Vous faites partie du système ou alors vous êtes en dehors du système? Je suis ni dedans ni dehors. Vous voulez juste contribuer au développement du pays. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau sous-régional, au niveau communautaire, pour améliorer la qualité du système éducatif? Là, je ne peux que donner toujours la même réponse. Essayer de revoir, repenser le système pour qu'enfin on puisse fabriquer les créateurs d'emplois, les donateurs de solutions. Il faut repenser, il faut mettre sur la table, essayer de repenser comment peut-on faire comme problématique. En fonction des réalités et de la vision du développement communautaire. Effectivement, nous avons des sociologues, des anthropologues chargés des changements de développement et des changements. Donc, il faut appeler tout le monde pour qu'on puisse repenser le système. Parce que c'est un système colonial. Combien d'années? Mais rien ne bouge. Il faut repenser. Mais dire que c'est un système colonial, ça voudrait toujours envoyer la faute à la colonisation. Mais c'est sagement établi. Mais 60 ans après, on pourrait quand même se dire qu'on est assez grand pour penser nous. On est assez grand, oui. Vous dites bien, on est assez grand. On est assez grand. Alors, donc, si on va résumer vos propos à nouveau, et pour faire une manière synthèse. Donc, l'option actuelle est du système éducatif ou bien des systèmes éducatifs sous-régionaux n'est pas assez efficace en termes de création d'emplois. En termes de création d'emplois, elle est davantage axée sur l'attente des opportunités qu'offrira la fonction publique, les recrutements par-ci par-là ou des humanitaires, ainsi de suite. Donc, ce qui serait intéressant, c'est déjà de diversifier l'offre d'emploi, de multiplier les différents pôles d'emploi, parce que vous avez fait remarquer tout à l'heure qu'il y a des zones où il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'école au sens moderne du terme. Il y a pas, les mêmes niveaux d'éducation sont
on n'a pas les mêmes niveaux d'éducation dans les différentes zones. Et puis maintenant, viser une éducation axée sur l'acquisition des compétences et le savoir-faire pour pouvoir avoir des acteurs du changement autonome, on va le dire ainsi. C'est à peu près cela. Si on... Effectivement, avant de poser la question, je sais que vous avez les réponses. Surtout le système d'Afrique centrale. Le système. Ou bien, non seulement parler du système d'Afrique centrale, mais le système francophone. De manière générale. D'une manière générale. Est-ce que réellement, en temps réel, qu'est-ce qu'on fabrique? Qu'est-ce qu'on forme? J'ai lu la couverture d'un livre, L'école. Pourquoi faire? Mais quand on entre à l'école, on a un but à atteindre, n'est-ce pas? Mais lorsque on n'arrive pas à atteindre l'objectif, le problème est déjà là en place. Et là, je ne fais qu'insister, s'il y a lieu de copier les modèles, d'autres modèles, des pays anglophones. J'ai une bonne information sur le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest, tout de même que la Côte d'Ivoire est bel et bien francophone. Mais ils l'ont copié ailleurs. Et ça marche. Pourquoi ne pas essayer de regarder ailleurs? Pourquoi ne pas repenser le programme, le système d'enseignement? Pourquoi ne pas se retrouver autour d'une table, discuter? Qu'est-ce qui nous empêche? 60 ans des indépendances. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? On peut le faire. On peut essayer de voir. 60 ans, c'est trop. On ne peut pas continuer à ramper. On ne peut pas suivre ce... Est-ce que nous ne sommes pas rattrapés par le temps? Si on doit rester toujours stagnante, stable, rien ne change. Les mêmes choses qu'on enseigne, les mêmes choses. Essayons de voir avec l'évolution du temps. D'accord. Alors, c'est sur ces questionnements que nous achevons cet entretien premier de l'année, en vous souhaitant, mesdames, messieurs, d'avoir une bonne année 2022. Merci, Dr Naintouba Vincent. Il appartient à moi de vous remercier. Alors, à bientôt sur Africa TV. Merci.